retrouvée à 3 mètres de profondeur dans la mer après un très grave accident de voiture lors de son voyage de noces en Corse. Voici l'histoire de Mark Van Beers. Mark, c'est un jeune homme, un bruxellois âgé de 36 ans au moment des faits. C'est un expert comptable qui a une très bonne situation. Il est issu d'une famille bourgeoise. Financièrement, il est très à l'aise. Et il mène une vie simple et bien rangée entre ses amis et sa famille. Mark mène une vie assez simple et discrète. Avec les femmes, Mark est assez réservé, il est timide, parfois maladroit. Il ne sait pas tellement bien s'y prendre avec la gente féminine. Il est plutôt mal à l'aise. C'est pas du tout le genre d'homme à aborder une femme comme ça, à lui parler naturellement, à échanger un numéro de téléphone. Cependant, Mark désire tout de même fonder une famille et rencontrer une femme avec laquelle il fera un bon bout de chemin. Et pour ce faire, il va s'inscrire dans une agence matrimoniale. Nous sommes en 1995, Internet n'est pas encore extrêmement développé et les sites de rencontres sont quasi inexistants. C'est pourquoi Mark a recours au service d'une agence matrimoniale. Et par l'intermédiaire de cette agence, il va rencontrer une jeune femme, une dénommée Aurore Martin. Alors, si Mark est timide et introverti, Aurore, c'est tout le contraire. Elle est pétulante, elle est voyante, elle est très solaire. Physiquement, elle est grande, elle est super musclée parce qu'elle est championne d'escalade. Elle fait énormément de musculation. Elle a un corps de rêve, elle a des cheveux très blonds, très longs qui lui tombent le long du dos. Enfin, c'est une très jolie femme. Eh bien, c'est le coup de foudre. Mark tombe fou amoureux d'Aurore. Ils ont énormément de points communs, tant et si bien qu'un mariage est organisé 1 mois après la rencontre. Aurore, elle est assez discrète, on ne sait pas beaucoup de choses d'elle. Elle n'a pas de famille, si ce n'est une sœur jumelle qui assistera d'ailleurs au mariage, mais elle ne parle pas de ses parents, elle ne raconte rien de son enfance, elle est très discrète quant à son passé. Malgré tout, Aurore est tout de suite très bien intégrée dans sa nouvelle belle famille, parce qu'il voit en elle une jeune femme absolument charmante, resplendissante, et surtout, il constate que Mark est amoureux et très épanoui. Donc voilà, Aurore, elle est d'emblée acceptée dans cette famille. Et pour conclure le mariage, eh bien, il décide d'aller faire un magnifique voyage de noces en Corse, à côté de Calvi. Leur voyage de noces commence merveilleusement bien, il fait beau, ils font du tourisme, ils vont dans des beaux hôtels, des beaux restaurants. Et un soir, après avoir assisté à un magnifique coucher de soleil, ils reprennent la route. Et là, c'est l'accident, la catastrophe. La voiture quitte la route et va s'écraser 150 mètres plus bas. C'est alors qu'un automobiliste aperçoit sur le bord de la route une femme complètement hystérique qui fait des grands signes de main pour arrêter la voiture. Bien sûr, la voiture va s'arrêter, l'automobiliste descend, va voir cette femme et elle explique « On vient d'avoir un accident, mon mari est dans la voiture, on a dévalé le ravin, c'est épouvantable, appelez les urgences, appelez les pompiers s'il vous plaît, mon mari. » Voilà. Donc, quelques instants après, l'automobiliste qui s'est arrêté appelle bien sûr la gendarmerie et la police qui arrivent très très rapidement sur les lieux de l'accident. Quand les gendarmes arrivent, ils vont constater que cette jeune femme est complètement déboussolée, désorientée, qu'elle est incohérente, mais cependant elle va réussir à raconter ce qui s'est passé. Et voilà son histoire. En fait, il conduisait tranquillement, le mari conduisait la voiture, un peu vite certes, il a raté un virage, elle a juste eu le temps de sortir de la voiture et sous ses yeux, elle a vu dévaler son mari à l'intérieur de la voiture et la voiture de s'écraser 150 mètres plus bas. Ni une ni deux n'écoutant que son cœur, n'oublions pas qu'elle vient juste de se marier, elle a dévalé précipitamment cette sorte de colline à la recherche de son mari. Donc, je vous rappelle qu'elle vient d'être victime d'un accident, elle a vu son mari tomber sous ses yeux, elle le cherche parmi les arbres, parmi la broussaille, et elle va trouver la voiture.
Et là, elle va voir Marc, qui est inconscient, qui est plein de sang, qui est inconscient. Donc, elle a l'idée, certes, saugrenue, mais on ne sait pas ce qu'on fait, on ne sait pas ce qu'on aurait fait dans un cas pareil. Elle va sortir son mari de l'habitacle et elle va aller vouloir le laver dans la mer, qui est juste là, à 50 mètres plus bas. Bon, effectivement, son geste peut paraître un peu curieux. Ma foi, elle est complètement déboussolée. Donc, elle va laver son mari. Elle veut le nettoyer. Et puis, épuisée, elle en peut plus. Elle est fatiguée. Vous imaginez dans quel état d'esprit elle doit être. Malencontreusement, elle lâche le corps de Marc. Il lui échappe et il s'enfonce dans l'eau. Elle raconte par la suite que elle sait plus trop quoi faire. Alors, elle va remonter cette colline. N'oublions pas qu'elle est championne d'escalade. Je vous l'avais dit un petit peu plus loin. Elle va remonter donc cette colline sans aucune difficulté. Et c'est là qu'elle va faire signe à l'automobiliste de s'arrêter. Et c'est lui qui a prévenu les secours. Voilà. C'est la version d'Aurore Martin. C'est ce qu'elle va dire. Elle va raconter exactement ce qui s'est passé. Pour les gendarmes, l'affaire, elle est pliée. C'est effectivement une route extrêmement dangereuse. On l'appelle même la route aux 100 virages. Et on sait qu'il y a beaucoup d'accidents sur cette route. Voilà, l'excès de vitesse, l'alcool, c'est une route réputée dangereuse. Donc l'affaire ne fait aucun doute. Malheureusement, c'est terrible. Cette jeune femme qui vient à peine de se marier, elle a perdu son mari dans des circonstances effroyables. L'affaire est bouclée, on va dire, et dès le lendemain, Aurore va repartir en avion avec le corps de son mari dans la soute. Alors Aurore, une fois qu'elle est arrivée à Bruxelles, eh bien, elle va être hospitalisée quelques jours dans une clinique pour récupérer parce qu'elle est effondrée. Elle vient de perdre son mari lors de leur voyage de noces. C'est dramatique, c'est épouvantable. Donc elle va être prise en charge pendant quelques jours pour essayer de la calmer. Sa belle famille vient la voir, elle leur explique les circonstances de l'accident, et puis Aurore va rentrer chez elle. Voilà. Et c'est à partir de ce moment-là que l'attitude d'Aurore Martin va être assez curieuse. Tout d'abord, elle veut absolument faire incinérer son mari. Voilà, elle exige l'incinération. Or, la mère, le père et le frère, enfin bref, la famille de Marc s'y opposent avec toute l'énergie du désespoir. Ils ne veulent absolument pas que leur fils soit incinéré. Aurore, folle de rage, se dispute avec sa belle famille, alors que jusqu'à présent, elle s'entendait très bien avec elle. La mère a finalement gain de cause et le corps de Marc va reposer en paix au cimetière à Bruxelles. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, un petit peu étrange, on va dire, quelques jours après l'enterrement, la mère de Marc, elle va vouloir aller récupérer quelques objets personnels ayant appartenu à son fils. Et là, contre toute attente, Aurore reçoit très mal sa belle-mère et lui refuse catégoriquement tout objet ayant appartenu à Marc. Même un pull, elle refuse de le donner à sa belle-mère, avec laquelle, je vous rappelle, elle avait eu toujours des bons rapports. Et tenez-vous bien, Aurore va même jusqu'à gifler sa belle-mère et la mettre dehors. Ah oui, vous avez bien entendu, elle la met dehors. C'est absolument incompréhensible. Une autre chose, et pas des moindres, j'ai envie de dire, c'est qu'elle va harceler les compagnies d'assurance afin de toucher les assurances vie de Marc. Et oui, il aurait signé 7 assurances vie et en cas d'accident, celle-ci serait doublée. Donc, les différentes compagnies d'assurance vont finir par lui verser environ 500 000 euros. À l'époque, c'était des francs, donc j'ai plus exactement le chiffre des francs en tête, mais ça représente environ la somme de 500 000 euros. Ah oui, il lui verse la somme puisque l'enquête est close, la gendarmerie de Corse a conclu un épouvantable accident, donc Aurore, il n'y a aucune raison qu'elle touche pas l'argent de l'assurance vie. Voilà. Mais pour la famille de Marc, trop c'est trop.
et le frère de Marc va aller déposer une plainte pour assassinat. Devant toute cette attitude très étrange et très désagréable et le fait que Aurore réclame à corps et à cri son héritage, la famille trouve que l'attitude de Aurore n'est pas nette du tout et donc décide d'aller porter plainte pour assassinat. Autre chose également, c'est que à peine sortie de la clinique, j'ai oublié de le préciser, c'est que Aurore, elle va mettre en vente la maison. Mais en fait, c'est très bizarre parce que je vous rappelle qu'elle est mariée avec Marc depuis à peu près un mois et la maison que Marc a achetée, il l'a mise au nom d'Aurore. Voilà, c'est ce qu'elle a exigé lorsqu'elle a épousé Marc. Elle lui a dit, cette maison, tu vas la mettre à mon nom. Et Marc, très amoureux à l'époque, a réalisé le souhait de sa femme. Donc la maison est au nom d'Aurore et elle va la vendre. Et Aurore, sur ses entrefaits, eh bien écoutez, elle va quitter la Belgique, elle va quitter la capitale et elle va aller s'installer avec l'argent de l'héritage, avec l'argent des assurances vie, l'argent de la maison, enfin bref, elle a énormément d'argent sur son compte en banque, eh bien elle va aller s'installer en Floride. C'est donc 1 an après la mort de Marc que la police belge va se rendre en Corse. Nous sommes donc en mai 1996. Et là, les experts vont expliquer un tout autre scénario. Tout d'abord, il y a l'expert en accident. Sur les lieux de l'accident même, on constate que beaucoup d'arbres ont été couchés, ont été allongés. Or, l'expert déclare que si la voiture a quitté la route à vive allure, en ratant un tournant, la voiture, elle aurait survolé la cime des arbres. Elle serait passée au-dessus des arbres et elle aurait été s'écraser 150 mètres plus bas. Donc lui, il va dire, pour moi, on a poussé la voiture de la falaise avec les mains. Voilà, on a enlevé le frein à main. On a poussé la voiture et elle a dévalé très doucement, en fait, cette pente. Comme ça, tong, 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 tong. Et au fur et à mesure qu'elle descendait, elle couchait, elle aplatissait les arbres. Et en aucun cas, la voiture n'a pu sortir de la route à vive allure. Parce que sinon, elle n'aurait jamais couché les arbres. Voilà, ça c'est le premier point. Le deuxième point concerne la découverte de matière cérébrale le soir où les gendarmes sont arrivés sur les lieux du supposé accident. Ils vont immédiatement essayer d'aller rechercher le corps de Marc, d'après les indications de sa femme. Ils vont chercher toute la nuit, ils ont des équipes spécialisées. Le corps est introuvable. Cependant, ils vont bien découvrir la voiture et à l'intérieur de l'habitacle, on découvrira des traces de matière cérébrale qui seront mises sous scellé et on n'en parlera plus jusqu'à ce que l'enquête belge démarre en Corse. Donc, au moment où la gendarmerie corse allait abandonner les recherches, au petit matin, ils sont épuisés, ils ont passé la nuit à ratisser cette zone. Au petit matin, des plongeurs vont réussir à remonter le corps de Marc qui avait coulé à plus de 3 mètres de profondeur. Le corps ne sera pas expertisé, puisqu'à ce moment-là, c'est un regrettable accident de voiture. Mais dès lors que la police belge a ouvert une enquête pour crime, le corps a été exhumé pour être analysé, ainsi que les fameuses traces de matière cérébrale retrouvées dans l'habitacle. Et là encore, l'expert va contredire les explications d'Aurore. En effet, Marc n'est pas mort suite à l'accident de voiture, parce qu'il était déjà mort lorsqu'il a été trouvé. Eh oui, les experts ont constaté que le crâne de Marc avait été défoncé, et ce, visiblement à l'aide d'une batte de baseball. En fait, le malheureux Marc a été roué de coups. Il n'est pas mort du tout dans l'accident. En tout cas, c'est ce que révèle l'autopsie. Encore une fois, le rapport des experts contredit complètement ce qu'a dit Aurore. Voilà, ça c'est enquête côté Corse et enquête côté Belgique. On s'aperçoit que les fameuses assurances vie, elles ont été signées frauduleusement par Aurore. Elle a en effet imité la signature de Marc, qui n'a jamais signé ces 7 assurances vie.
Moins d'un mois après que la police belge se soit rendue en Corse, eh bien, donc on est là à ce moment-là, en juin 96, il y a un coup de théâtre. Un témoin va sortir de l'ombre. Et en fait, ce témoin, c'est la deuxième femme du père d'Aurore, qui va affirmer qu'elle a rendu visite à son ex-belle-fille lorsqu'elle était hospitalisée en Belgique. Rappelez-vous, elle venait de rentrer de Corse et elle passait 3 jours à la clinique. Eh bien, Aurore, elle a dit à sa belle-mère que maintenant elle était tirée d'affaire, qu'elle était riche et qu'elle s'était débarrassée de son mari avec l'aide de son amant et de 3 complices. La police fait des recherches sur cet amant. On découvre qu'il s'appelle Peter Uwe Schmidt et qu'il n'est pas inconnu des services de police. Et oui, en effet, Peter Schmidt a aussi une sale histoire à son passif. La police, elle va faire des recherches sur ce dénommé Peter Uwe Schmidt. Et elle va s'apercevoir que malheureusement, ce dénommé Peter a déjà eu affaire au service de la justice. Peter, en 1992, a été mêlé à un accident de voiture qui a coûté la vie à sa femme. Il conduisait une voiture, sa femme était assise à côté de lui côté passager. Malheureusement, il la conduisait très vite cette voiture et a raté un virage. Il n'a pas pu redresser à temps la voiture qui a fini sa course dans l'eau. Lui a pu s'extirper à temps. Malheureusement, sa femme a péri noyée sous ses yeux. Elle n'a pas pu sortir de la voiture, il n'a pas pu la sauver et elle a péri engloutie. Les parents de la jeune fille n'ont pas cru à l'accident. Ils ont tout de suite pensé que leur gendre avait un lien avec cet accident. Malheureusement, ça n'a jamais pu être prouvé. Ursula, la femme défunte de Peter, voulait le divorce. Lui, Peter, il voulait pas. Mais à la mort de sa femme, il a touché une assurance vie de 420 000 euros. Bon, c'est vrai qu'à l'époque, c'était des francs, mais je n'ai pas en tête la valeur en euros actuellement. Je vous rappelle tout de même qu'Ursula était âgée de 21 ans. Et c'est quand même assez rare de signer une assurance vie à cet âge-là. Je pense que vous ne me contredirez pas. Mais il n'y avait pas de preuve, il a juste été condamné à quelques mois de prison avec sursis pour accident involontaire. Voilà, donc ça fait bizarre quand même. Ursula qui perd son mari dans un accident de voiture et qui touche les assurances vie, et Peter Uwe, son amant, qui perd sa femme quelques années avant et qui, pareil, touche les assurances vie. Donc on fait une recherche sur Peter et on s'aperçoit que lui aussi, il est parti en Floride. Aussitôt, un mandat d'arrêt est lancé à l'encontre des 2 fugitifs. Alors, les 2 amants, on les a appelés les amants diaboliques en Belgique, ils se sont réfugiés en Floride, à Miami, où ils mènent une vie extrêmement luxueuse. Ils ont investi l'argent de leurs défunts maris et femmes dans des yachts, dans des condominiums. Ils ont la belle vie. Ils font des magnifiques voyages. Ils vont dans des hôtels 5 étoiles. Ils mènent une vie de milliardaires. La police belge et le FBI collaborent ensemble afin de traquer ces fugitifs. Et finalement, ça va payer puisque le couple va être extradé fin 1998. Et grâce à cette extradition, la vie d'un homme a peut-être été sauvée car Aurore Martin s'apprêtait à épouser un millionnaire et visiblement à reproduire le même coup qu'elle avait fait avec son mari. Enfin ça, j'extrapole peut-être un peu. En tout cas, les amants diaboliques sont de retour à la case départ à Bruxelles. Ils sont interrogés. Ils nient toute implication dans la mort de Marc. Le juge va donc demander, comme à chaque enquête, une reconstitution. Et voilà, encore une fois, la police belge retourne en Corse, accompagnée d'Aurore et de son amant. Alors, on va demander à Aurore de reproduire exactement les mêmes faits et gestes qu'elle a fait ou qu'elle aurait fait le soir de l'accident.
Elle dit que Marc conduisait et qu'elle a réussi à s'extirper de la voiture. Et là, on se rend compte en fait qu'elle ne peut pas sortir de la voiture. Elle en est incapable. Et pourtant, la voiture ne roule pas vite. C'est une reconstitution, donc on fait en sorte de ne blesser personne et la voiture roule très lentement. Et même ça, Aurore est incapable d'ouvrir la porte et de s'éjecter. Donc, preuve en est qu'elle a menti. Et puis, elle s'embrouille dans ses déclarations, elle sait plus trop ce qu'elle dit. Bref, la thèse de l'accident ne tient pas du tout. Elle est inculpée et elle va être jugée à Bruxelles. Peter Uwe Schmidt va être également inculpé d'homicide sur la personne de Marc, mais on va jamais réussir à prouver qu'il ait eu vraiment un lien dans cet assassinat parce que aucune trace de lui n'apparaît en Corse. Malgré toutes les recherches, on n'arrive pas à prouver que Peter Uwe Schmidt soit allé aider ou participer d'une manière ou d'une autre à l'assassinat de Marc. Le procès va donc s'ouvrir en septembre 2001. Et on va découvrir une Aurore Martin qui a terriblement vieilli, qui n'est plus du tout la jeune femme pimpante et rayonnante qu'elle a été. Elle a pris 15 ans d'un coup. Bon, faut dire qu'elle est en détention depuis 4 ans. Peter est jugé pareil, en même temps qu'elle. Et ils clament à corps et à cri leur innocence. Voilà. Pour eux, Marc a été victime d'un accident et Peter, lui, il dit qu'il y est absolument pour rien et il comprend pas ce qu'il fait là. Cependant, les jurés ne sont pas dupes et Aurore a été condamnée à 15 ans de prison. Quant à Peter Uwe Schmidt, il a été condamné à 20 ans. Bon, alors, comment dire eh bien, disons que la justice belge est assez clémente, puisque Aurore Martin a été libérée 6 ans après, c'est-à-dire qu'en 2006, elle est remise en liberté. Quelques nouvelles d'elle, elle a enseigné un petit peu le français, et puis elle a arrêté de faire parler d'elle. On sait qu'elle a revu son ancien amant, Peter Uwe, qui lui aussi a été libéré et expulsé vers l'Allemagne parce que il était de nationalité allemande. Voilà. Cette histoire est bien triste et bien tragique, comme toutes celles que j'évoque avec vous sur Mille et un crimes. Cependant, j'espère qu'elle vous aura intéressé. Et si elle vous a plu, eh bien, je vous demanderai de liker, de faire connaître ma chaîne et bien sûr, de vous abonner si vous n'êtes pas déjà abonné. Je vous dis à très bientôt pour l'histoire d'un prochain crime. Merci, au revoir.